l'accroissement d'un système alimentaire qui s'est mondialisé, qui s'est beaucoup industrialisé. Finalement, on a perdu un peu la maîtrise de nos systèmes alimentaires. On ne sait plus vraiment d'où vient la nourriture, comment elle a été faite. Donc, un des premiers points, avant même de discuter de quel type de nourriture on a besoin et ce qu'on souhaite, et ce qui est nécessaire aussi du point de vue climatique, on doit déjà renouer avec finalement une agriculture de proximité. Agroécologie podcast. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans notre épisode du podcast Agroécologie, une production d'Agridea avec le soutien de la Fondation Léopold Barman. Dans les épisodes précédents, on s'est plutôt concentré sur les aspects de la production des denrées alimentaires en nous entretenant en premier lieu avec des agriculteurs ou des personnes, des conseillers, etc. Aujourd'hui, on va plutôt aborder l'autre extrémité de la chaîne alimentaire et parler des consommateurs et du système alimentaire plus global. Donc, chaque jour, on prend des centaines de décisions pour décider de ce qu'on mange, de où on fait nos achats, de quels aliments on préfère. Mais qu'est-ce qui influence ces décisions et quelle influence ont ces décisions sur le système alimentaire dans son ensemble? Donc, pour discuter de ces enjeux, on accueille aujourd'hui Gaëtan Morel, chargé de projet au service Agenda 21 de la ville de Genève et qui travaille sur les questions d'alimentation et de système alimentaire. Donc, il va pouvoir nous donner un aperçu des projets actuels sur Genève, des stratégies politiques et des solutions pratiques mises en place par la ville. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire quelques mots sur tes activités à la ville de Genève? Oui, alors donc, de mon côté, je suis chargé de projet sur les questions d'économie locale et durable. Donc ça veut dire que non seulement, alors avec un focus vraiment particulier sur les questions d'alimentation locale et durable qui occupent le gros de mon temps de travail, mais j'ai quelques dossiers qui sont en lien avec l'économie au sens plus large, donc l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. Voilà, je travaille sur 2-3 autres projets qui sont en lien avec l'économie locale, mais principalement sur les politiques alimentaires de la ville. Est-ce que tu peux du coup nous dire comment tu t'engages concrètement en faveur d'une alimentation durable à travers les projets de la ville? Alors bon, disons que on doit déjà répondre un petit peu aux attentes politiques par rapport à ce sujet. Donc la question alimentaire, elle est reconnue comme un des secteurs qui a le plus d'impact en termes non seulement environnemental, hein, donc on le voit, mais qui a aussi un fort impact sur le plan économique et social. Que voilà, tout le monde est concerné de près ou de loin par la question alimentaire. Tout le monde mange. Donc en fait, c'est une thématique qui est extrêmement centrale. Et donc, dans le travail qu'on a, nous, à l'Agenda 21, s'engage pour mettre en place des projets, des politiques publiques, une expertise, faire un travail de réseau, faire un travail de lien entre la ville et la campagne pour que finalement, entre la population qui mange, les mangeurs, les citadins, mais aussi la restauration collective, donc les écoles, les crèches, la restauration privée, donc tous les acteurs finalement qui se trouvent plutôt dans le tissu urbain, soient le mieux connectés possible, non seulement avec la production locale, régionale, et puis de manière plus générale sur le plus en lien avec finalement un régime alimentaire qui soit durable, pas seulement local, mais aussi meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement. Et donc, c'est quoi votre approche pour réaliser cette connexion entre ces différents acteurs du système alimentaire? Déjà, la première chose, c'est que souvent les acteurs, les différents protagonistes d'un système alimentaire, ils se connaissent pas ou pas bien. Et c'est vrai qu'avec l'accroissement d'un système alimentaire qui s'est mondialisé, qui s'est beaucoup industrialisé, finalement, on a perdu un peu la maîtrise de nos systèmes alimentaires. On ne sait plus vraiment d'où vient la nourriture, comment elle a été faite. Donc, un des premiers points, avant même de discuter de quel type de nourriture on a besoin et ce qu'on souhaite, et ce qui est nécessaire aussi du point de vue climatique, on doit déjà renouer avec finalement une agriculture de proximité. Donc même si on sait qu'en Suisse, on a un taux d'approvisionnement de 50%, à Genève, il est même nettement plus bas. Hein. Suivant si on prend le Grand Genève ou le canton, on est entre 10 et 20% d'autonomie alimentaire. Donc on sait qu'on va pas se nourrir uniquement de produits de proximité, mais on doit d'abord commencer par raffermir les liens qu'on a avec ces acteurs de la production ou de la distribution alimentaire.
au niveau régional. Ça, c'est vraiment un premier point, retrouver un peu un enracinement de nos sources d'approvisionnement dans un système régional. Et puis ensuite, organiser différents espaces, différents événements de soutien, de valorisation pour que finalement cette production locale puisse discuter, échanger avec les consommateurs qui sont en bout de chaîne, enfin avec ce que les gens reçoivent dans leur assiette. Et donc vraiment, c'est reconnecter la population des villes avec les campagnes. C'est une des premières choses qu'on tente de faire à travers notre politique publique. Et donc, tu parles d'événements que vous organisez, c'est quoi comme type d'événements? C'est sur des exploitations ou c'est... Alors pendant longtemps, on a organisé des différents événements autour de l'alimentation durable et de l'agriculture de proximité dans le cadre de la Semaine du goût, qui est un événement national. Puis petit à petit, ça a évolué vers plutôt des formes de festivals, de la vente directe et de la production biologique. Donc aujourd'hui, l'essentiel de la vitrine qu'on donne en ville de Genève se passe à travers le Festi-Terroir. Rassemble à peu près entre 20 et 30 000 personnes chaque année au Bastion. Donc c'est vraiment une manière de faire venir l'agriculture en ville, de faire connaître ses producteurs aux citadins. Ça, voilà, c'est un type d'événement. Après, aujourd'hui, on a un engagement aussi à travers la maison de l'alimentation Mater qui, elle, de son côté, va à la fois faire des événements en ville pour voilà, informer les populations urbaines des questions agricoles, d'alimentation durable, mais qui va aussi organiser des visites sur le terrain. C'est vrai que souvent, dans les milieux agricoles, on déplore le fait qu'on ne connaisse pas assez bien les réalités agricoles, les réalités de terrain. On a parfois de la peine à sortir un peu de nos villes. Et donc, c'est vrai que aller à la ferme, aller sur des exploitations agricoles, c'est une des choses aussi qui nous tient à cœur, effectivement. Et comment vous arrivez du coup à inciter ces citoyens plutôt citadins à participer à ces projets liés à l'agriculture et à l'alimentation? Alors, c'est pas forcément évident. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même une population qui est aujourd'hui habituée à aller faire ses courses dans la grande distribution, qui a perdu beaucoup de liens avec l'agriculture qui l'entoure, qui a un peu perdu les repères par rapport à ça. Et donc, déjà, de faire en sorte qu'on essaie de les informer le mieux possible sur ces réalités agricoles, tout ce qu'il y a derrière, finalement, la production de nos aliments. Cet élément d'information, il est important. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une question centrale qui nous anime maintenant dans le programme Nourrir la ville et dans cette politique d'alimentation, politique alimentaire pour la ville. C'est comment finalement on favorise l'accès à une alimentation locale, saine et durable. Parce que c'est vrai que il y a souvent des freins qui peuvent être économiques, évidemment. Donc on sait que bien manger, pour certains, ça peut être difficile au niveau du porte-monnaie. On a un frein aussi qui est souvent physique, c'est-à-dire on ne sait pas forcément retrouver des produits locaux et sains, on n'a pas forcément la bonne information, la bonne maîtrise des labels pour faire les bons choix. Et puis il y a aussi une problématique d'accès qui est plutôt culturelle ou organisationnelle, c'est-à-dire est-ce qu'on prend le temps, est-ce qu'on a le temps de cuisiner, de se faire à manger avec des bons produits, est-ce qu'on préfère plutôt la facilité avec des choses qui sont déjà préparées. Donc en fait, ces différents freins, ces différents obstacles à une alimentation plus saine et locale, il faut qu'on travaille dessus pour changer, améliorer Ouais. l'accès. Et donc ça passe par des points de vente, faciliter des points de vente d'une part, mais ça peut aussi passer par des expérimentations, des soutiens économiques ciblés. Voilà, on travaille maintenant sur cette expérimentation de caisse alimentaire qui essaye aussi de donner accès à tout un chacun, donc aussi bien des porte-monnaies bien garnis que des personnes qui ont des revenus modestes, voire précaires, disant voilà, tout le monde accède au même type de nourriture, mais selon sa capacité financière. Donc voilà, ça c'est une expérimentation parmi d'autres. On peut penser aussi à la question des bons du terroir pour la restauration. Donc en fait voilà, pour pouvoir intéresser et motiver
la population urbaine à participer à un système alimentaire, il faut agir sur leur environnement. On peut pas Ouais. simplement leur dire il faut consommer comme ci ou comme ça. On voit que la sensibilisation arrive un petit peu aujourd'hui à ses limites. Il faut vraiment leur donner, faciliter cet accès, leur donner envie, leur donner des moyens de le faire concrètement. Et puis, je parlais de la caisse alimentaire. On peut aussi imaginer des lieux de quartier dans lesquels on va pouvoir peut-être rediscuter de notre alimentation, partager une cuisine pour faire à manger ensemble, peut-être relancer des cantines de quartier, des cantines populaires dans lesquelles finalement cette question alimentaire, on se la réapproprie, on refait quelque chose de collectif, de convivial et pas seulement finalement un acte Mhm. personnel de dire qu'est-ce que je vais choisir dans cet amas de produits à la Coop ou à la Migros. Est-ce que tu peux donner quelques détails sur les deux exemples que tu as donnés, là, les caisses alimentaires et les bons du terroir? C'est une expérimentation qui a déjà quelques années en France, et je crois aussi dans d'autres pays, peut-être en Belgique, mais en tout cas en France, il y a à peu près une soixantaine de villes qui sont engagées dans un processus de caisse alimentaire. À Genève et en Suisse, en tout cas, on est à notre première tentative là depuis octobre 2025. Donc il y a deux collectifs citoyens dans le quartier des Paquis et puis dans le quartier des Vergers à Meyrin qui ont lancé cette initiative aujourd'hui avec 300 membres adhérents. Donc, ils payent une cotisation en fonction de leur revenu et qui, à la fin, quelle que soit la cotisation mise, vont avoir un crédit de 150 francs pour consommer dans des commerces, des marchés, des points de vente qui sont conventionnés, c'est-à-dire qui sont choisis par les membres de la caisse alimentaire pour répondre à un certain nombre de critères qui sont fixés en termes d'alimentation saine, locale, etc. Voilà, ben aujourd'hui, ça a été lancé en octobre. Il y a déjà 300 adhérents. Ça continue de grandir. Et puis nous, en ville de Genève, on suit ça de près avec un financement aussi pour soutenir la démarche et puis voir si ça peut être reproduit peut-être dans d'autres quartiers. C'est un système qui vise un petit peu finalement à préfigurer une forme de sécurité sociale de l'alimentation, qui est aussi un projet qui est discuté au niveau fédéral. Alors, est-ce que ça va conduire forcément à ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui est souhaitable au final? On ne sait pas. Ça peut aussi rester une initiative qui est plutôt locale Mhm. et pas forcément étatique, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut à la fois soutenir une production locale en versant des revenus équitables à cette production, mais sans empêcher finalement des revenus modestes d'accéder à ces produits locaux et de qualité. Et donc, dans cette caisse, vous avez une assez grande diversité de revenus pour que ça fonctionne bien. Alors c'est un peu tôt pour avoir des grandes conclusions puisque ça fait maintenant seulement 3 mois que ça a été Mhm, lancé. ouais. Mais ce qui est assez réjouissant pour l'instant, c'est que la part de personnes qui vont payer l'entier de leur cotisation, voire même payer au-delà dans une cotisation qu'on dit solidaire, elle est relativement importante. Alors, j'ai pas le taux exact, Ouais. mais on est quelque chose comme à peu près une moitié de gens, je crois peut-être même 60%, qui permettent d'autofinancer la caisse alimentaire, sachant que le reste du financement de la caisse est pour l'instant assuré par des revenus complémentaires, que ce soit des Mhm. fondations ou justement de l'argent. Peut-être, si tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce que sont les critères essentiels d'une alimentation durable? Bon, là, on est dans des définitions qui sont souvent assez communes, mais disons, c'est vrai qu'une alimentation durable, moi, c'est une alimentation qui voilà, essaye de raccourcir au maximum les circuits d'approvisionnement, donc si possible, voilà, au niveau cantonal, régional, et puis à Mhm. défaut au niveau national, mais disons voilà, d'être au plus proche finalement de la production locale. Ensuite, ben, c'est une alimentation qui propose plutôt des produits peu transformés ou pas transformés, donc un maximum de produits bruts qu'on transforme soi-même, dans la mesure des possibilités évidemment. C'est une alimentation qui est saine, voilà, si possible le plus diversifié possible, avec au niveau nutritionnel, avec des apports
voilà, variées de protéines, également protéines végétales, bien sûr, voilà, le plus possible de céréales et de produits végétaux dans l'alimentation. Et puis, c'est une alimentation aussi qui, voilà, qui fait attention évidemment à l'environnement, donc qui limite son impact sur l'environnement, aussi bien sur le plan climatique, donc avec la capacité de capter des gaz à effet de serre et d'avoir dans le sol, et puis avoir un sol de bonne qualité, mais aussi évidemment qui a le moins d'impact possible sur les ressources, qui favorise, en tout cas qui porte pas préjudice à la biodiversité. Puis je dirais le dernier point qui me semble vraiment très important dans la définition de l'alimentation durable, c'est la question de l'équité. Mhm. Qu'on peut évidemment pas avoir une alimentation saine, locale, diversifiée si on n'a pas la capacité de rémunérer correctement les personnes qui travaillent dans les chaînes alimentaires, que ce soit dans la production, la transformation, la distribution des biens alimentaires. Et peut-être si on parle du pouvoir et des limites des consommateurs, à ton avis, quelle est l'importance réelle du comportement des consommateurs pour réaliser ce système alimentaire durable? Ça rejoint un point que je disais tout à l'heure, c'est que en fait on a beaucoup travaillé pendant une quinzaine d'années sur l'idée que en informant, en sensibilisant les Mhm. consommateurs, on allait créer des changements majeurs majeurs, je sais pas, mais en tout cas des changements significatifs au niveau du soutien à une production locale et durable. Et en fait, on se rend compte qu'on reste quand même dans des changements qui sont assez marginaux, que finalement le contexte agro-industriel fait que la marge de manœuvre pour les consommateurs, elle est quand même faible. C'est extrêmement compliqué, même quand on a les connaissances, de savoir vraiment comment faire les bons choix. Ouais, Il y a énormément de labels. Les labels, ils sont pas infaillibles. Bien sûr, il faut continuer d'informer, il faut donner un maximum de transparence sur nos produits, sur aussi la question des coûts, qui empoche où va l'argent quand on consomme. Tout ça, c'est très important, c'est une base. Mais je pense qu'en réalité, le pouvoir du consommateur, il est quand même assez restreint. Et c'est pour ça que dans des politiques publiques alimentaires, de mon point de vue en tout cas, on doit aussi beaucoup agir sur l'offre ouais, alimentaire et sur l'environnement, sur le contexte des personnes, en voilà, en leur offrant la possibilité concrète de se nourrir autrement. Et ouais. un exemple, c'est la restauration scolaire. Voilà, les enfants vont manger à midi. Si on change le type de régime alimentaire et de l'approvisionnement qu'on a dans un restaurant scolaire, ça peut être la même chose pour des hôpitaux. Donc tout ce qui est restauration collective, c'est un levier fort qui permet de changer l'environnement des personnes sans qu'ils aient à faire eux-mêmes des choix Ok, personnels. ouais. Et de mon côté, je suis plus d'avis qu'aujourd'hui, c'est dans des changements systémiques et d'offres alimentaires qu'on va trouver les plus grandes marges de manœuvre plutôt que voilà de se contenter d'avoir 1 ou 2% supplémentaires chaque année de personnes qui modifient vraiment leur comportement alimentaire. Donc tu penses donc les normes sociales, les routines, ça influence beaucoup et ça empêche ce changement s'il y a que de la sensibilisation. Complètement, c'est ça. C'est que je Ouais, crois qu'on est tous coincés quand même dans des routines et dans des peut-être des réflexes de facilité. Voilà, c'est très facile d'aller faire ses courses dans la grande distribution, dans la Migros du coin. Et c'est pas forcément absolument non plus à diaboliser. Hein. Je comprends hmm, totalement les personnes, mais comment est-ce que finalement on retrouve le goût, peut-être le temps aussi. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une société qui finalement travaille trop et ne permet pas aux gens de se donner du temps, de faire correctement, de s'approvisionner correctement, de cuisiner, d'apprêter vraiment les produits. Je pense que ça, c'est quand même des éléments qui sont relativement structurels. C'est pas qu'une question culturelle. mhm. Et puis après, on est aussi peut-être parfois sur des freins culturels. Si on offre, et on a testé d'ailleurs un projet où on finançait des paniers de l'agriculture locale à moitié prix dans des immeubles relativement modestes en ville de Genève. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait pas beaucoup de succès parce que les gens savaient, même à 50%, savaient pas trop quoi faire des légumes qu'il y avait dans leur panier. Ça colle pas forcément avec leurs habitudes culturelles.
Ils savent pas forcément comment cuisiner un panais. Et donc, voilà, vous avez beau leur offrir cette nourriture, ou en tout cas leur donner un accès plus facile, ben, ils vont pas forcément savoir quoi en faire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plutôt sur ces éléments-là qu'il faut qu'on travaille plutôt que de constamment donner des messages, manger local, c'est mieux pour tout le monde. Et peut-être juste en revenant sur l'aspect d'information, de sensibilisation des consommateurs, tu disais aussi avec tous les labels, c'est difficile ou pas forcément les labels, mais disons, finalement, c'est assez difficile de faire le choix en étant bien informé. Est-ce que tu vois quand même quelque chose qui peut être fait pour faciliter ce choix finalement? Bon, les labels, c'est quelque chose qui est important, hein, donc je pense qu'il faut, ça a peut-être un effet qui est limité dans le changement des systèmes alimentaires de manière globale, mais quand même, il est fondamental. Donc, pour pouvoir, même si c'est pas la panacée, un label de commerce équitable ou un label de pêche durable, ça permet de fixer un certain nombre de normes, d'avoir une discussion. Et je pense que ces normes, même si elles sont améliorables, elles sont nécessaires. On a des labels aussi régionaux, comme le label GRTA qui fonctionne bien, qui permet quand même de vérifier aussi les provenances, qui est un label public. Pour moi, les labels sont quand même tout à fait essentiels et il s'agit pas du tout de relativiser leur importance. Donc ça, il faut continuer avec. Maintenant, c'est clair qu'il y en a énormément. Est-ce qu'il faudrait les simplifier? Est-ce qu'il faudrait en rassembler certains? Il y a des pour et des contre. Pour le label GRTA, par exemple, c'est assez simple de dire aux gens, finalement, le label GRTA, c'est un label qui certifie la provenance. Oui, certes, il va y avoir d'autres normes au niveau de l'élevage animal, au niveau environnemental, mais c'est peut-être pas au centre de la démarche. Ce qu'on certifie, c'est avant tout l'origine, et puis c'est assez simple à comprendre, enfin pour le consommateur. En même temps, on se dit, est-ce que aujourd'hui on ne devrait pas pouvoir dire aux gens, GRTA, c'est un peu plus que simplement du local. Qu'est-ce que ça favorise aussi en parallèle? Et donc, ça pourrait aussi gagner en qualité si on y ajoutait d'autres critères. Donc, j'ai pas vraiment de réponse toute faite à ça, mais c'est sûr que ce serait pas inintéressant, en tout cas, peut-être de simplifier un petit peu, en tout cas, le nombre de labels qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident de s'en sortir. Ouais. Et quels autres acteurs, tu penses, devraient s'impliquer davantage pour rendre notre alimentation plus durable? Bon, ça, c'est un petit peu l'idée de ce qu'on est en train de monter au niveau de Genève avec une stratégie alimentaire durable pour le territoire, donc SADT, qui est l'acronyme, donc qui est donc une démarche qui est demandée par le Grand Conseil, le législatif du canton, et qui est confiée à l'association Mater, donc la maison d'alimentation, qui a réuni un certain nombre d'experts dans tous les domaines de l'alimentation pour définir une première stratégie alimentaire qui est en train d'être finalisée, qui va faire l'objet de consultations dans le premier semestre 2026, qui va être un peu révélé aussi partie au public. Et donc l'idée dans ce système alimentaire territorial, dans cette stratégie alimentaire territoriale, c'est de mettre autour de la table tous les secteurs qui sont concernés par la question alimentaire. Et c'est à peu près tout le monde, hein. On a évidemment les secteurs économiques, les fêtières agricoles, on a le domaine de la santé, on a le domaine de la recherche académique et on a le domaine des consommateurs, enfin tout ce qui est représentation des consommateurs, les collectivités publiques. On tente aujourd'hui de trouver des convergences et puis de fixer une feuille de route commune en se disant, bien sûr qu'il y a des petites différences de point de vue, des petites divergences sur certains éléments. Voilà, quel est le pourcentage de produits biologiques qu'on veut dans un système alimentaire, ou voilà, c'est les questions peut-être aussi de production, d'élevage, de viande, ou voilà, il y a pas forcément encore de consensus parfait autour de ça, mais malgré tout, il y a quand même pas beaucoup de choses qui convergent. Et cette idée qu'on doit finalement travailler ensemble pour améliorer notre système d'approvisionnement, améliorer la santé des personnes qui composent le canton, la région. Là-dessus, enfin, améliorer aussi les revenus du monde agricole. Là-dessus, tout le monde est d'accord, et donc on essaye avec ces différents acteurs de définir des actions, des mesures communes pour améliorer notre système alimentaire commun.
Et dans cette approche territoriale, donc vous avez aussi la distribution, j'imagine? Oui, alors on a une partie de la distribution. On est plutôt sur, on va dire, des acteurs qui sont quand même très connectés aux filières agricoles. Il y avait une personne qui connaissait très bien la grande distribution, mais qui n'est plus officiellement engagée par la grande distribution. Donc à ce stade, après je ne sais pas si ce sera le cas dans un deuxième temps, mais on n'a pas vraiment des représentants de la grande distribution. Ouais. Mais disons indirectement, on a Union Maraîchère et d'autres grands acteurs de distribution qui travaillent avec la grande distribution. Donc oui, on a toutes les échelles finalement, aussi bien de petites fermes, de petits magasins, de petites épiceries que de relativement gros acteurs économiques du système alimentaire. Peut-être si on revient sur la question sociale, donc tu avais déjà évoqué les caisses d'alimentation, mais d'un point de vue plus général, comment est-ce qu'on peut rendre l'alimentation durable accessible à tous, même pour des personnes avec un petit revenu? Est-ce que tu as d'autres éléments que cette caisse que tu as évoquée? Alors, c'est pas une question facile, c'est quelque chose qu'on commence à mettre en œuvre dans notre politique alimentaire, cette question de l'accessibilité. Mais disons de mon point de vue, il y a différents leviers pour y arriver. Alors, je parlais tout à l'heure de la restauration scolaire, de la restauration collective dans son ensemble. Si on arrive à offrir une alimentation diversifiée de qualité locale, maintenant avec le droit à l'alimentation au niveau de Genève, on parle aussi d'alimentation adéquate, qui réunit un petit peu toutes ces qualités d'une alimentation qui est adéquate pour bien se nourrir. Donc c'est vrai que la restauration collective, c'est quand même un levier très important pour favoriser l'accès à cette alimentation adéquate. Ensuite, il y a le fait de multiplier les points de vente, donc de travailler sur les marchés hebdomadaires, sur la mise à disposition de locaux, par exemple des locaux de régie municipale, de régie publique, de coopératives aussi. Voilà, des épiceries de quartier, des épiceries coopératives, des marchés, des petits marchés qui permettent de distribuer en priorité des produits locaux et de qualité. Et puis, je parlais tout à l'heure, on parlait brièvement des bons du terroir. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens-là ces dernières années à Genève, alors qui étaient souvent liées à des situations plutôt qu'on va considérer on va dire de crise. Donc, on a eu ça pour le Covid. Maintenant, le Grand Conseil vient de revoter un crédit d'urgence de soutien plutôt aux producteurs de boissons genevoises, donc avec et sans alcool, donc aussi lié à la situation qui est très défavorable pour la vigne, le vignoble genevois et suisse de manière générale. Donc c'est vrai qu'on réfléchit un petit peu à voir comment ce type d'initiative pourrait être peut-être maintenu un peu plus dans la durée, en regardant comment ces bons du terroir ou ces bons GRTA, enfin à voir comment on les appelle, par exemple pour la restauration privée, hein, c'est de réfléchir. Je sais pas quand est-ce que ça va vraiment démarrer et si on va réussir à finaliser cette idée, mais en tout cas on réfléchit à pouvoir inciter aussi la restauration privée à s'approvisionner d'abord en produits locaux avec une partie d'aide publique en fonction aussi de leur performance et de leur pourcentage de produits locaux à la carte. Bah, on arrive gentiment vers la fin de l'entretien, mais je voulais peut-être juste revenir sur l'agroécologie, puisque c'est quand même aussi le sujet du podcast. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour toi? Qu'est-ce que ça représente et voilà, qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter pour le changement vers l'alimentation durable? Oui, alors je sais qu'il y a des définitions très larges de l'agroécologie qui vont intégrer la dimension sociétale et avec la question de l'équité. Et je rejoins totalement cette nécessité d'y ajouter la dimension sociétale. Mais c'est vrai que du côté de la ville de Genève, pour l'instant, on parle pour aussi peut-être être plus clair sur le champ d'application. On parle de toute mesure qui permet d'améliorer l'impact environnemental de la production agricole, que ce soit au niveau des sols, que ce soit au niveau des milieux naturels autour des champs de production. Et donc, c'est toutes les techniques
qui permettent de réduire l'empreinte environnementale climatique de l'agriculture. Donc certains parlent d'agriculture de conservation pour les sols. Bien entendu, l'agriculture biologique rentre là-dedans. Tous ces différents éléments-là rentrent dans un grand chapeau qui est l'agroécologie, qui vise en fait à améliorer l'impact environnemental. On sait que le potentiel, notamment de captation carbone, de captation de gaz à effet de serre, d'une part, mais aussi le potentiel de biodiversité qu'on peut obtenir à travers la production agricole, il est très important. Donc ça c'est un peu l'idée de soutenir l'agroécologie. Pour nous, c'est gagnant sur tous les plans. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour les auditeurs? Je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est que effectivement les citoyens, les habitants, la population, pour reprendre conscience de l'importance de l'alimentation dans nos vies. On a souvent un petit peu rangé ça comme quelque chose de secondaire aussi au niveau de nos budgets. C'est plus forcément la priorité au niveau budgétaire. Et alors que c'est quelque chose qu'on peut pas négliger. C'est extrêmement important de tout point de vue, aussi bien pour soi, pour sa santé, pour la santé de la planète. Et on doit pouvoir travailler à redonner de la valeur, revaloriser complètement la question alimentaire, revaloriser aussi la fonction agricole. C'est pas normal qu'aujourd'hui les personnes qui produisent notre nourriture travaillent dans des conditions aussi compliquées, avec souvent des revenus qui sont très bas, alors que finalement c'est quelque chose qui est au centre de notre existence. Donc cette fonction agricole doit vraiment reprendre de la valeur, on doit lui donner plus de valeur, on doit vraiment travailler pour resserrer nos liens avec les gens qui produisent, redonner de la marge de manœuvre, de la maîtrise par rapport au contenu de nos assiettes. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et pour toutes les intéressantes explications. Merci à vous pour l'interview.